Vague de manifestations au Mexique suite à l'arrestation du maire d'Iguala et de son épouse. Les manifestants exigent le retour des 43 étudiants disparus. Le suspense demeure sur le nom de la personnalité qui conduira la transition au Burkina Faso. Seule certitude, cette transition durera 1 an. Au Chili, les autorités optent pour la culture du cannabis à des fins thérapeutiques, une première en Amérique latine. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Sika TV. Nous allons commencer par le Mexique où des milliers de manifestants ont défilé hier à Mexico pour exiger du gouvernement que soient retrouvés les 43 étudiants disparus depuis 40 jours dans l'état du Guerrero au sud du pays. Cette manifestation intervient après l'arrestation du maire de la ville d'Iguala et de son épouse. Tous les deux sont soupçonnés d'être les instigateurs de l'enlèvement de ces étudiants. Leur arrestation devrait permettre l'émergence de nouvelles pistes pour retrouver la trace des jeunes disparus. Il faut le dire que cette affaire ne cesse de provoquer l'indignation au Mexique et dans le reste du monde. Elle prend aussi la tournure d'une crise de confiance envers le gouvernement du président Enrique Nieto. Les recherches tous azimuts menées depuis des semaines par les forces de sécurité, appuyées de drones et d'embarcations dans les villages, montagnes et rivières de l'état du Guerrero. Ces recherches, disais-je, restent infructueuses à ce jour. Nous passons à un autre élément sur le continent africain. Les parties prenantes de la crise au Burkina Faso ont convenu hier mercredi d'une transition d'1 an jusqu'à l'organisation des élections en novembre 2015, sans toutefois s'accorder sur le nom du chef de cette transition. C'était en présence du président ghanéen John Dramani Mahama et de ses homologues sénégalais et nigérians, tous venus à Ouagadougou au Burkina Faso en tant que médiateurs au nom de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Enfin des progrès dans la résolution de la crise burkinabé. Sous l'égide des présidents John Dramani Mahama du Ghana, Macky Sall du Sénégal et Goodluck Jonathan du Nigeria, forces armées, partis politiques, dirigeants religieux et traditionnels se sont accordés sur 4 points. La levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. Quatrièmement, l'organisation d'élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015. Une avancée majeure, pourrait-on dire, même si le consensus n'a pu être obtenu sur l'identité de la personnalité devant diriger la transition. Les discussions se sont par ailleurs déroulées en l'absence des membres de la société civile qui ont claqué la porte de la salle des négociations. Les bourreaux d'hier ne peuvent pas venir s'asseoir à la même table que les victimes. Nous trouvons cela vraiment comme étant une insulte à l'intelligence de notre peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. On est tous des Burkinabés d'accord, mais on ne veut pas s'asseoir sur la même table avec des gens qui ont tué nos enfants. Pour qu'on nous mette sur la même table, ça ne marche pas. Il faut qu'ils attendent. Nos morts soient enterrés. De son côté, le peuple burkinabé reste vigilant, tout en espérant que le changement tant attendu viendra bientôt. En tout cas, le peuple regarde et le peuple suit. C'est le peuple qui a décidé et le peuple suit encore. Ce qu'on veut, c'est la paix. Et qu'on veut vraiment des gens, des leaders qui seront compétents. Et je souhaite que le président qui viendra, pour qu'il y ait eu un changement dans le pays, nous qui sommes les élèves, pour qu'on gagne du travail à nos frères qui sont en chômage, pour qu'il y ait un grand changement dans le pays, plus que le passé.
En attendant ce changement, l'heure des premiers règlements de compte semble avoir sonné à l'encontre des anciens dirigeants du régime Compaoré. Assimi Kwanda, le chef de l'ancien parti présidentiel, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a été arrêté mardi soir, de même qu'Adama Zongo, le président d'un mouvement pro-Compaoré. Direction maintenant la Libye. La Cour suprême a invalidé ce jeudi le Parlement issu des élections du 25 juin dernier et qui est reconnu par la communauté internationale alors même que le pays est plongé dans l'anarchie, a rapporté l'agence libyenne l'ANA. La Cour était appelée à se prononcer sur la constitutionnalité du Parlement après un recours déposé par un député islamiste. Sa réponse est donc tombée ce jeudi. Le Parlement issu des élections du 25 juin n'est pas conforme à la constitution libyenne. Rendons-nous à présent en Afrique du Sud. La commission d'enquête sur le massacre de Marikana, pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid, a entamé hier mercredi ses dernières audiences. Les avocats accusent notamment la hiérarchie policière, mais aussi des interférences politiques. Les faits remontent au 16 août 2012. 34 mineurs en grève illégale à la mine de platine de Lomine avaient été abattus par la police de Marikana, près de Rustenburg, dans le nord du pays, et plus de 70 avaient été blessés. Selon Geoff Badlender, l'un des avocats de la commission, l'opération a été le résultat d'une planification négligente ou mauvaise et la police sud-africaine est responsable même si les tireurs ont tiré en toute légalité. Lui et ses collègues ont assisté depuis 2 ans aux 293 jours d'audition avec un rôle similaire à celui de l'accusation dans un tribunal normal. Après cette phase, la parole sera donnée aux parties mises en cause, la police, le syndicat et l'entreprise de Lonmin. La police a agi pour des motifs politiques inappropriés en décidant de réprimer les grévistes, notamment après un coup de fil de Cyril Ramaphosa, aujourd'hui vice-président de l'Afrique du Sud et à l'époque membre du conseil d'administration de Lonmin, a aussi pointé l'avocat Badlender. Les meneurs de la grève, même s'ils ne sont pas légalement responsables des meurtres, n'ont pas empêché les grévistes d'agir, a-t-il cependant ajouté. Voir jour après jour des photos de corps mises en pièces par des fusils d'assaut a émoussé notre indignation face à ce qui est et doit être inacceptable dans une démocratie constitutionnelle, a souligné son collègue Matthew Charleston. Rappelons-nous de chaque victime morte à Marikana comme d'un être humain ayant une famille et une vie, a-t-il ajouté. La commission, présidée par un juge en retraite, doit achever ses travaux le 14 novembre prochain. Initialement prévu pour début 2013, les conclusions de cette enquête ne seront disponibles qu'à la fin du mois de mars 2015. 56 témoins ont été convoqués, dont certains des plus hauts responsables politiques du pays, parmi lesquels le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour l'instant, aucune sanction n'a été prononcée pour cette tuerie qui a rappelé au pays les pires heures du régime ségrégationniste de l'apartheid aboli en 1994. Dans un tout autre registre, quelques 10 millions de personnes sont apatrides, c'est-à-dire sans nationalité dans le monde. C'est ce que révèle en tout cas l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Dakar au Sénégal. Il s'agit notamment d'un fléau créé par l'homme et que cette agence entend éradiquer d'ici 10 ans. 10 ans pour éradiquer le statut d'apatride dans le monde. Un objectif plutôt ambitieux. Toutes les 10 minutes, un enfant apatride naît quelque part dans le monde. Les pays les plus concernés sont la Birmanie, la Thaïlande, la Lituanie, la République dominicaine et la Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît le problème des réfugiés, des personnes déplacées, mais les apatrides, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc ces gens qui sont sans identité, qui n'ont pas de papier, souffrent énormément. Il y a un impact psychologique énorme. Ils sont freinés aussi dans leur vie de tous les jours pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école, pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Pour mettre fin à cette situation, le HCR lance une campagne mondiale appelée « J'appartiens ». Une lettre ouverte initiée dans ce cadre a déjà recueilli la signature des célébrités telles que l'actrice Angelina Jolie, l'archevêque émérite Desmond Tutu et la cantatrice Barbara Hendricks. Cette lettre, elle est adressée à tout le monde, au grand public, aux médias, au gouvernement.
On a 10 millions d'apatrides dans le monde, dont 750 000 en Afrique de l'Ouest. Le but avec cette lettre, c'est vraiment d'essayer de rassembler les signatures de 10 millions de personnes. 10 millions d'apatrides, 10 millions de signatures pour justement sensibiliser le grand public. En dehors de la sensibilisation, le HCR a identifié 2 priorités pour atteindre son objectif d'éradiquer l'apatridie d'ici 10 ans, notamment en Afrique. Il s'agit premièrement de s'assurer que tous les enfants nés sur un territoire obtiennent la nationalité de ce territoire et deuxièmement, s'assurer que toutes les mères en Afrique peuvent transmettre la nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes. Intéressons-nous maintenant à la culture du cannabis, mais cette fois-ci à des fins thérapeutiques. Cela se passe au Chili et c'est une première en Amérique latine. Les autorités du pays en sont fières et sont même pressées de voir cette initiative contribuer au traitement et à la guérison des personnes souffrant de diverses maladies, dont le cancer. Le Chili est devenu le premier pays d'Amérique latine à cultiver du cannabis à des fins thérapeutiques, les premières graines ayant été mises à germer avant d'être bientôt plantées sur un terrain municipal. Ana Maria Gazmori, présidente de la Fondation Daya, qui promeut l'usage thérapeutique de la marijuana, s'en est félicitée lors de la cérémonie de lancement de l'initiative. C'est à notre connaissance la première culture médicinale autorisée en Amérique latine. C'est donc un moment historique pour le soulagement de ceux qui souffrent et c'est très symbolique. Après la germination des graines, les plants les plus solides seront mis en terre sur un terrain appartenant à la municipalité de la Florida, au sud de Santiago. Le lieu exact n'a pas été communiqué et de fortes mesures de sécurité sont prévues avec une clôture électrique doublée d'une autre clôture de fils barbelés autour du champ en question. La première récolte est attendue pour avril, puis un mois plus tard, la distribution gratuite d'une huile d'extrait de cannabis à quelques 200 patients malades de cancer sélectionnés pour le programme. Ces derniers feront l'objet d'une étude clinique pour vérifier les résultats thérapeutiques du traitement. Pour ce projet, la mairie de Florida a obtenu le 8 septembre une autorisation de l'État de cultiver 425 plants uniquement pour un usage médicinal. Cette autorisation a créé la polémique au Chili où la marijuana est encore considérée comme une drogue dure par la législation. Nous avons tous un de nos proches qui est mort du cancer. Nous allons tous avoir un de nos proches qui a un cancer ou nous pourrons avoir un cancer nous-mêmes. Nous espérons que dans quelques années, nous pourrons dire que nous avons établi les fondations pour permettre d'apaiser les personnes qui souffrent. Le gouvernement de la présidente socialiste Michelle Bachelet s'est engagé à classer la marijuana en drogue douce, ce qui réduirait les peines pour trafic et faciliterait son usage thérapeutique, tandis que le premier Parlement prévoit d'analyser un projet de loi pour dépénaliser la culture de cannabis pour son usage personnel. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA.